mesdames, messieurs, et vous tous qui œuvrez pour que la justice ne soit pas seulement un mot, mais vraiment une réalité dans notre vie quotidienne. Et vous aussi, très chers amis, vous qui êtes à notre écoute, merci d'être venus vous joindre à cette rencontre que la Maison de l'Europe a organisée en partenariat avec le barreau de Rennes, grâce à Patrick Tweidel, administrateur bénévole de la Maison de l'Europe, mais aussi Patrick, qui a fait une longue carrière dans les institutions européennes, en particulier à la Cour de justice comme interprète. C'est vous dire qu'il connaît bien la maison dont M. Gaudissart va nous parler tout à l'heure. M. Gaudissart, greffier à la Cour de justice depuis 2017, je crois, et je vous remercie beaucoup, beaucoup d'être là. 2 mots sur notre Maison de l'Europe. Chers amis, vous nous connaissez, mais je tiens à vous redire que notre objectif, notre Maison de l'Europe, qui est reconnue par la Commission européenne en tant qu'Europe directe, c'est donner pour mission d'aider nos concitoyens à mieux comprendre le beau projet européen qui a déjà 70 ans et qui continue tous les jours d'essayer de se consolider pour le bien de tout le monde et pour son rayonnement dans le monde. Aider à comprendre aussi les politiques qu'il met en place afin que les peuples européens réussissent à continuer de vivre en paix par le moyen du dialogue, de la solidarité et de la justice. Faire comprendre que ce projet européen, comment il se construit, comment il se passe, comment il vit, comment cela se passe entre les 27 États, ces 27 États membres à l'histoire souvent chaotique, mais reliés à une même culture, fondée sur le respect de la personne humaine. Nous nous sommes déjà penchés sur plusieurs institutions dans le cadre de ce cycle, mais ce soir, nous allons tous ensemble, chers amis, et vous, Monsieur Gaudissart, nous allons tous ensemble nous mettre à votre écoute pour bien comprendre ce qu'est cette Cour de justice, qui est un rouage essentiel dans notre fonctionnement, dans le domaine du respect du droit, du respect de la personne humaine, de la justice en amont. Merci beaucoup et nous sommes tous à votre écoute. Merci. Si je peux tout d'abord présenter M. Gaudissart, qui est effectivement le greffier adjoint de la Cour de justice. Juste pour décrire un peu son parcours, il a fait ses études en Belgique, passant de Bruxelles à Namur, à Louvain et à Gent. Et il a reçu son doctorat en droit à l'université de Gent, en Belgium. Et il était chargé de recherche à cette université avant de devenir référendaire à la Cour de justice dans le cabinet des juges Kaptein et Timmermans. Et puis, en 2006, il est entré comme chef d'unité au greffe de la Cour de justice. Il est professeur invité dans plusieurs universités. Il fait des présentations régulières sur le travail et le fonctionnement de la Cour de justice européenne. Et il participe souvent comme conférencier à des conférences qui sont consacrées à la Cour et à sa jurisprudence. Il est auteur de plusieurs publications et membre correspondant de plusieurs revues scientifiques. Mais, comme vous dites, ce soir, il est là pour expliquer le fonctionnement de la Cour aux gens qui sont présents à l'invitation de la Maison de l'Europe. Et je vous invite d'abord à l'écouter avec attention, ce sera sûrement très intéressant. Et si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à utiliser la fonction chat en tapant sur l'icône message et je vais relayer vos questions à notre intervenant. Alors, Marc-André Gaudissart, la parole est à vous. Merci beaucoup. Vous m'entendez bien là? D'accord, parfait. Alors, merci à Madame Hutin et à Patrick Tweidel pour leurs mots d'introduction. Je suis particulièrement heureux d'être invité à votre soirée de présentation de la Cour de justice, doublement heureux.
Heureux d'abord parce que je retrouve une figure familière qui est celle de Patrick Tweidel que j'ai côtoyé pendant plusieurs années ici à la Cour de justice. Il était responsable du service d'interprétation et moi je travaillais au greffe. Et le greffe et le service d'interprétation travaillent, je vous en parlerai plus tard, et doivent travailler et le font avec plaisir main dans la main. Ils ne peuvent pas travailler l'un sans l'autre. Donc je suis particulièrement heureux de le revoir ce soir. Heureux aussi en raison, ça va peut-être vous étonner, mais des liens particuliers que j'ai développés avec Rennes. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'un Belge vient faire à Rennes? Il est à Luxembourg, il a des liens particuliers avec Rennes. Eh bien, il se fait, Patrick Tweidel l'a dit, que j'ai, avant d'être à la Cour de justice, j'étais assistant de recherche à l'université de Gand, Gent, en Belgique, qui a des liens privilégiés avec la faculté de droit de l'université de Rennes. Et donc, j'ai été amené dans les années 90 à me rendre plusieurs fois à Rennes, et notamment, je le disais au début avant que cette conférence ne commence, notamment une conférence organisée par le prédécesseur, si vous voulez, de la Maison de l'Europe, organisée par le professeur Rowe, qui était un professeur qui faisait d'ailleurs partie de mon jury de thèse à l'université de Gand, et il avait organisé une conférence sur l'Europe de la défense. C'était un général breton, j'ai oublié son nom, mais qui a donné cette conférence sur l'Europe de la défense en 96. Donc vous voyez, c'est une curieuse retrouvaille. 25 ans plus tard, me voilà donner une conférence à la Maison de l'Europe, après avoir assisté il y a 25 ans à une conférence dans ce qui était le prédécesseur de la Maison de l'Europe sur l'Europe de la défense. Alors, je ne vais pas vous parler de l'Europe de la défense, mais vous parler de la Cour de justice. La Cour de justice de l'Union européenne, alors vous avez vu le titre de la conférence, son rôle institutionnel et ses procédures. C'est évidemment un très vaste sujet. Je travaille à la Cour depuis un peu plus de 20 ans maintenant, Patrick l'a dit, donc je pourrais parler pendant des heures. Je ne vais pas vous assommer pendant des heures en parlant de la Cour de justice. Mais néanmoins, je propose de diviser cette présentation en trois parties. D'abord, vous présenter de manière générale l'institution, Cour de justice de l'Union européenne. Dans un deuxième temps, de vous parler de la procédure. Vous êtes quand même, une partie d'entre vous, pas tout le monde, mais enfin une partie des auditeurs sont des juristes et peuvent être intéressés par les particularités de la procédure devant la Cour de justice. En quoi est-ce qu'elle diffère de la procédure devant les juridictions nationales, notamment. Et enfin, dans un dernier temps, d'illustrer concrètement le rôle de la Cour de justice à l'aide de quelques exemples concrets tirés de décisions adoptées par la Cour, dont vous avez peut-être entendu parler ou que vous découvrez dans la presse. Voilà, donc ça c'est un peu le plan que je me propose de suivre et peut-être qu'après chacune des trois parties, je m'interromprai et je verrai si à ce stade-là, ou Patrick me fera signe, si à ce stade-là, il y a des questions. Alors, première partie, qu'est-ce que la Cour de justice de l'Union européenne? Alors, il faut procéder d'abord par élimination. C'est une institution de l'Union européenne. La Cour de justice de l'Union européenne ne doit pas être confondue avec la Cour internationale de justice, qui est une juridiction qui existe dans le cadre des Nations unies. Donc la Cour de justice de l'Union européenne est une institution qui relève de l'Union européenne et non pas des Nations unies. Et elle ne doit pas non plus être confondue, la Cour de justice, avec la Cour de Strasbourg, la Cour européenne des droits de l'homme, qui a pour mission de veiller au respect, à la bonne application de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Donc c'est, en guise de préambule, bien distinguer la Cour internationale de justice de la Cour européenne des droits de l'homme, de la Cour de justice de l'Union européenne dont je vais vous parler ce soir. Je crois que c'est bien de poser cela. Nous sommes dans une institution de l'Union européenne. Alors, cette institution est une des 7 institutions. L'Union européenne compte en réalité, si vous lisez les traités, 7 institutions qui sont bien entendu ceux dont vous entendez parler le plus souvent, la Commission, le Conseil et le Parlement européen, mais vous avez aussi le Conseil européen, qui est un petit peu l'organe politique suprême qui donne les grandes impulsions. Vous avez également la Cour des comptes européenne, au niveau européen aussi, il y a une Cour des comptes qui est également établie à Luxembourg, et enfin la Banque centrale européenne, qui est établie à Francfort. Et donc, la Cour de justice de l'Union européenne est une de ces 7 institutions-là. Quel est son rôle?
si l'on regarde les traités, la formule est toujours la même depuis 1952, depuis la création de la Cour. La Cour assure le respect du droit dans l'interprétation et l'application des traités. Vous allez me dire, c'est une formule un petit peu abstraite. Qu'est-ce que ça veut dire? Rassurez-vous, je vais rentrer dans le détail. Mais c'est le rôle de la Cour, c'est-à-dire c'est de veiller au respect du droit, pas du droit national, du droit de l'Union européenne, des communautés européennes à l'époque, et faire en sorte que les traités soient bien interprétés et soient bien appliqués. Quand on dit les traités, en réalité, c'est plus large que ça, parce que ce sont les traités qui ont créé la communauté économique européenne, la communauté européenne du charbon et de l'acier, l'Euratom, et puis tous les traités qui ont suivi, les traités d'adhésion, le traité sur l'Union européenne, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aujourd'hui, et aussi tous les actes adoptés par les institutions, organes et organismes de l'Union européenne. Donc, la formule est englobante, l'interprétation et l'application des traités, mais en réalité, c'est beaucoup plus large. Elle veille à la bonne application, au respect du droit de l'Union européenne, du droit qui a été créé, qui a été adopté par le législateur européen, des décisions adoptées par la Commission, etc. Ça, c'est la fonction générale de la Cour. Lorsque on entre plus en détail, on approfondit un petit peu, la Cour, en réalité, la Cour de justice de l'Union européenne, elle se compose, c'est une institution de l'Union européenne, je viens de le dire, mais elle se compose à l'heure actuelle de 2 juridictions. Il y a la Cour de justice elle-même, qui a été créée en 1952, en même temps que les traités fondateurs, et puis en 1988-89, le tribunal de l'Union européenne a été mis sur pied. C'est un tribunal qui a été créé pour trancher certains types de litiges, certains types de contentieux, et ses compétences, je vais y revenir, ont été agrandies, élargies au fil des années. Il y avait jusqu'il y a 4 ans également une 3e juridiction qu'on appelait le tribunal de la fonction publique de l'Union européenne, qui était une juridiction spécialisée qui statuait sur les litiges de fonction publique, c'est-à-dire les litiges opposant les fonctionnaires, les agents des institutions à leurs institutions. Mais cette juridiction, qui a été créée en 2004, a été dissoute en 2016 et ses compétences ont été absorbées par le tribunal de l'Union européenne. Donc, pour faire simple, il existe à l'heure actuelle 2 juridictions, la Cour de justice qui existe depuis 1952 et le tribunal qui a été créé en 1988-89. Alors, comment sont-elles composées, ces juridictions? Qui sont les membres de ces 2 juridictions et quelles sont leurs compétences? La Cour de justice, créée donc en 1952, se compose d'un juge par État membre. Chaque État membre, il y a 27 États membres, comme vous le savez, chaque État membre propose un juge qui doit, à l'heure actuelle, être d'abord, être évalué, sa candidature est présentée à un comité qui est un comité de sages, si je puis dire, composé d'anciens membres de la Cour de justice et du tribunal, ainsi que d'un membre désigné par le Parlement européen. C'est un comité composé de 7 membres, qu'on appelle le comité 255, parce que c'est l'article du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui prévoit la création de ce comité. Et donc, chaque État membre propose un candidat qui va être examiné, dont la candidature va être examinée par ce comité. Et si ce comité juge le candidat proposé apte à l'exercice des fonctions de juge ou d'avocat général, alors cette personne sera nommée d'un commun accord par l'ensemble des États membres de l'Union européenne. Il y a donc 27 juges à la Cour de justice, un juge par État membre, et il y a 11 avocats généraux. Les juges sont nommés, les juges comme les avocats généraux sont nommés pour 6 ans, et ce sont des mandats renouvelables. C'est-à-dire qu'un juge peut être proposé par son État, peut être nommé pour 6 ans, et si son État souhaite le reconduire dans ses fonctions, il sera nommé pour un 2e mandat de 6 ans, etc. Il n'y a pas de limite dans le nombre de mandats, mais ça suppose évidemment que votre gouvernement vous propose au titre du renouvellement. Certains États membres reconduisent systématiquement le candidat
le juge qui est en place, d'autres pratiquent une alternance beaucoup plus poussée, cette fonction de tradition politique, d'équilibre linguistique dans certains États, d'équilibre entre certaines tendances politiques. Voilà, donc une fois que le juge est nommé, il est là pour 6 ans. Ils sont parfois nommés pour plusieurs mandats, mais certains doivent partir après 6 ans, même s'ils veulent rester, parce que leur gouvernement n'a pas proposé de les reconduire pour 6 ans. Ce sont les juges, un par État membre. Vous avez ensuite 11 avocats généraux. Alors l'avocat général, beaucoup se disent, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un avocat ou est-ce que c'est un général? Ni l'un ni l'autre. Il n'est pas avocat, il n'est pas général d'armée. Sa figure, son institution est inspirée de la figure du commissaire du gouvernement du Conseil d'État français. Après la Seconde Guerre mondiale, quand la Cour a été créée, la Cour a souhaité être assistée de conseillers juridiques, si vous voulez, je le dis un peu en termes simples, et ces avocats généraux ont pour tâche d'éclairer les juges dans leurs tâches sur des questions de droit. Ils vont proposer la solution que la Cour pourrait apporter à un litige. Il y en a 11, vous aurez tout de suite fait le calcul, 11 n'est pas égal à 27, donc comment se répartissent ces avocats généraux? En réalité, les 5 grands États membres ont chacun un avocat général permanent, c'est-à-dire il est nommé pour 6 ans, mais il peut être renommé. Les 5 grands sont évidemment la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et la Pologne. Avant, c'était les 6 grands. Il y avait aussi le Royaume-Uni qui avait son avocat général permanent. Mais maintenant, ce sont les 5 États que j'ai nommés qui ont un avocat général permanent. Tandis que les 22 autres États se partagent les autres avocats généraux. Si vous voulez, il y a 5 permanents et 6 avocats généraux qui sont nommés sur la base d'une rotation. Mettons, pour l'instant, nous avons je ne sais pas moi, la Slovaquie ou la République tchèque, pardon, qui a un avocat général, l'Irlande un avocat général nommé pour 6 ans. Eh bien, ces avocats généraux-là savent qu'après 6 ans, ils doivent partir parce que c'est le tour d'un autre État de rentrer dans le mécanisme de rotation. Voilà pour les membres de la Cour de justice. Donc, 11 avocats généraux, 27 juges. Que fait la Cour de justice? La Cour de justice a essentiellement 3 grandes catégories de compétences. La première catégorie de compétences, c'est le rôle principal de la Cour. Elle répond à des questions posées par les juridictions nationales. Un juge français, un juge belge, un juge finlandais, grec, est confronté à un litige en opposant 2 particuliers ou un particulier à un État membre ou une autorité publique. Il se rend compte que pour trancher ce litige, il a besoin de l'éclairage de la Cour pour lui expliquer davantage la portée des règles européennes qui s'appliquent, et il va suspendre le litige national et adresser ce qu'on appelle une demande de décision préjudicielle à la Cour de justice. C'est ce qu'on appelle le mécanisme du renvoi préjudiciel, qui représente, ayez bien ça à l'esprit, 3/4 de l'ensemble des affaires portées devant la Cour. On est entre 70 et 75% des affaires portées devant la Cour sont des affaires préjudicielles. La Cour est saisie par un juge national et répond, au terme de toute une procédure que je vais détailler, répond aux questions. Deuxième grande catégorie d'affaires traitées par la Cour, ce sont des recours directs. Alors, nous avons 2 types de recours directs. Le recours en manquement, c'est généralement ceux auxquels on songe le plus, la Commission qui poursuit un État membre pour mauvaise application du droit de l'Union ou pour incorrecte transposition d'une directive. La Commission, au terme de toute une procédure administrative qui n'a pas abouti, décide de porter l'affaire devant la Cour et la Cour va devoir se prononcer et dire qui a raison. Est-ce que c'est la Commission ou est-ce que c'est l'État membre? Et elle va dire l'État membre a ou n'a pas manqué à ses obligations résultant du droit de l'Union. C'est la deuxième catégorie d'affaires qui est beaucoup moins importante numériquement que les affaires préjudicielles. Ça représente à l'heure actuelle environ 5% de l'ensemble des affaires portées devant la Cour. Vous avez aussi dans les recours directs des recours en annulation. Ça, il y a 2 types de recours en annulation. C'est soit les États membres qui contestent un acte adopté par le Parlement et le Conseil européen, ou le Conseil de l'Union européenne plus exactement, qui contestent donc l'adoption de cet acte législatif. Ils font ce recours va devant la Cour. L'autre type de recours en annulation, ce sont des disputes, des litiges entre institutions de l'Union européenne. Ces litiges sont portés devant la Cour de justice. Ça, ce sont les recours directs. Donc, d'une part,
les recours contre les États membres pour mauvaise application du droit de l'Union, d'autre part des recours en annulation interinstitutionnelle ou contre le législateur. Dernière grande catégorie d'affaires portées devant la Cour, ce sont les pourvois. Les pourvois contre les décisions du tribunal de l'Union européenne. Donc forcément, ces pourvois n'existent, cette compétence n'existe que depuis la création du tribunal de l'Union européenne. Avant cela, vous n'aviez évidemment pas de pourvoi, mais depuis que ce tribunal a été mis en place, si vous n'êtes pas satisfait par le raisonnement juridique du tribunal, vous pouvez faire un pourvoi devant la Cour de justice. Et ces pourvois représentent environ 20% des affaires portées devant la Cour. Il y a encore quelques catégories de recours accessoires qui peuvent être formés devant la Cour, mais je ne vais pas rentrer à ce stade dans le détail. Mais donc vous avez avec ça le tableau de comment est composée la Cour de justice et quelles sont ses compétences. 3 grandes catégories, les affaires préjudicielles, les recours directs et les pourvois. Je viens maintenant au tribunal. Le tribunal qui a été créé en 1988-89 pour décharger la Cour, qui était à l'époque la seule juridiction de l'Union et qui avait un contentieux de plus en plus important. On a mis en place le tribunal pour décharger la Cour de certains types de contentieux. Au fil du temps, les compétences du tribunal ont été élargies. Que fait le tribunal à l'heure actuelle ? Le tribunal est le principal juge du recours direct, c'est-à-dire que tous les recours introduits par les particuliers ou par les entreprises contre les décisions, contre les actes des institutions européennes doivent être portés non pas devant la Cour de justice, mais devant le tribunal. Exemple très concret, vous êtes bénéficiaire d'une aide d'État versée par votre État. La Commission estime que l'État n'a pas respecté les règles européennes en la matière et ordonne à l'entreprise de rembourser cette aide. Vous n'êtes pas content, évidemment, comme entreprise, vous avez bénéficié d'un crédit d'impôt d'un demi-milliard d'euros, vous vous doutez bien que vous voulez garder ce crédit d'impôt, vous n'êtes pas heureux, vous allez attaquer cette décision de la Commission devant le tribunal. Donc vous êtes une entreprise, ou si vous êtes une personne physique ou morale, on vous a adressé une décision qui vous concerne directement, vous voulez la contester, vous allez devant le tribunal. Donc le tribunal est le juge de première instance, le juge de droit commun, pour tous les recours directs portés formés contre les actes des institutions de l'Union européenne. C'est l'essentiel des compétences du tribunal. Ces compétences se situent dans le domaine surtout de la concurrence, des aides d'État, mais aussi du dumping dans le domaine environnemental, dans le domaine des subventions dans le domaine agricole, dans le domaine des émissions de gaz à effet de serre. Vous savez, il y a toute une série de décisions avec des quotas qui sont octroyés. Et si vous n'êtes pas content, vous allez contester ces décisions, évidemment, devant le tribunal. Vous avez des recours de propriété intellectuelle. La propriété intellectuelle représente à peu près un tiers de l'ensemble des affaires portées devant le tribunal. Donc, vous avez demandé l'enregistrement d'une marque. Votre concurrent n'est pas d'accord, il va faire une plainte. Vous avez d'abord devant l'Office des marques, il y a un office qui existe dans le domaine européen, l'Office des marques établi à Alicante, qui adopte des décisions. Vous n'êtes pas content de ces décisions, vous formez un recours contre ces décisions devant le tribunal de l'Union européenne. Vous avez aussi les affaires de fonction publique dont j'ai parlé précédemment, donc un fonctionnaire ou un agent qui travaille dans les institutions de l'Union, qui estime qu'il a été maltraité, il n'a pas eu la promotion qu'il voulait, il n'a pas eu telle indemnité, que sais-je, ou telle allocation qui ne lui a pas été octroyée. On peut imaginer toute une série de situations, il n'a pas été promu, il n'est pas content, il forme son recours devant le tribunal. Donc vous voyez un petit peu la différence de type de contentieux porté d'une part devant la Cour et d'autre part devant le tribunal. Comment se compose le tribunal ? Le tribunal n'a pas d'avocats généraux, mais il a des juges, forcément. Et depuis une réforme dont la dernière phase s'est achevée en 2019, donc vous voyez, c'est une phase récente, le tribunal se compose de 2 juges par État membre. Donc vous faites la multiplication, le tribunal se compose théoriquement, je dis bien théoriquement, de 54 juges, 27 États membres x 2 égale 54. Pourquoi je dis théoriquement ? Parce que certains États membres n'ont toujours pas désigné leur 2e juge, un État membre n'a même pas désigné le premier, au tribunal. Et donc le tribunal tourne à peu près avec 50 juges à l'heure actuelle. Vous avez aussi le phénomène
lorsqu'un juge est nommé à la Cour, parfois ce juge vient du tribunal. Et donc, nous avons des renouvellements partiels de la Cour et du tribunal tous les 3 ans. Et parfois, lorsqu'un juge part de la Cour, il est remplacé par un juge du tribunal. Et donc, forcément, ce juge-là doit être remplacé au tribunal par quelqu'un d'autre. Donc, voilà un petit peu la constellation. Le tribunal se compose de 2 juges par État membre et la Cour de 1 juge par État membre. Alors, évidemment, vous vous doutez bien que les juridictions, la Cour, le tribunal, ne pourraient pas fonctionner uniquement avec les juges. À la Cour de justice, il y a environ 2200 personnes qui travaillent. Donc, il n'y a pas uniquement les 27 juges et les 54 juges et les avocats généraux. Chaque juge, chaque avocat général est assisté d'un cabinet, c'est-à-dire de conseillers, qu'on appelle les référendaires, qui vont préparer le travail du juge, l'assister dans son travail, et d'1 ou 2 assistants qui vont assister le juge ou l'avocat général. Donc chaque juge, chaque avocat général est entouré d'un petit noyau de collaborateurs qu'on appelle le cabinet, composé d'assistants ou assistantes et de référendaires. À côté de cela, vous avez environ 1500 personnes qui travaillent dans les services de l'institution. Chaque juridiction a son greffe. Vous avez le greffe de la Cour de justice, une 50aine de personnes, le greffe du tribunal, environ 70 personnes, et puis vous avez toute une série de services d'appui qui sont les services linguistiques, le service de traduction, le service d'interprétation, le service informatique, le service des bâtiments, le service du personnel. Donc au total, pour faire fonctionner une institution comme la Cour de justice, pour faire fonctionner les 2 juridictions, ce sont environ 2200 personnes qui travaillent à Luxembourg. Et donc je crois que c'est important d'avoir cela à l'esprit avant que je ne vous parle maintenant de la procédure et du rôle concret de la Cour à l'aide de quelques exemples. Vous allez tout de suite comprendre, quand je parle de la procédure, l'importance des services linguistiques en particulier. Ayez à l'esprit que la Cour de justice de l'Union européenne travaille dans 24 langues. C'est vraiment une spécificité unique au monde. Vous n'avez aucune juridiction au monde qui travaille dans 24 langues. La Cour de Strasbourg, dont j'ai parlé au début, tient ses audiences dans 2 langues, en français et en anglais, mais pas dans 24 langues. C'est évidemment tout le défi d'une institution comme la Cour de justice de l'Union européenne, c'est de fonctionner dans 24 langues et de bien fonctionner dans 24 langues. Qu'est-ce que ça implique concrètement? Cela veut dire qu'une affaire peut être introduite devant la Cour ou devant le tribunal dans n'importe laquelle des 24 langues officielles de l'Union européenne. C'est phénoménal. Dans n'importe quelle langue, une affaire peut être introduite. Cette affaire va être traduite parce que les juges, vous vous doutez bien, ils ne parlent pas tous, ils ne comprennent pas tous 24 langues. Je ne connais personne qui maîtrise 24 langues. Même Patrick, qui connaît beaucoup de langues, n'en maîtrise pas 24. Moi non plus. Donc ça veut dire que toutes les affaires doivent être traduites dans une langue de travail qui est, pour des raisons assez simples, historiques, le français. C'est aussi une institution, une juridiction unique au monde où la langue de travail est le français. Alors vous allez me dire, j'anticipe déjà votre question, donc j'y réponds avant que vous ne la posiez. Pourquoi le français? Mettez-vous dans le contexte de l'époque. Nous sommes en 1952. En 1952, il y a 6 États membres, il y a 4 langues à l'époque. Vous comprenez bien qu'à l'époque, prendre l'allemand comme langue de travail, quelques années après la Seconde Guerre mondiale, paraissait difficilement envisageable politiquement. Aussi peu d'années après la Seconde Guerre mondiale, l'allemand paraissait relativement peu probable. Le néerlandais était relativement peu parlé. Restait l'italien et le français. Ils ont choisi le français qui était la langue des diplomaties internationales, de même que l'anglais. Alors vous allez me dire, mais pourquoi ils n'ont pas choisi l'anglais? Pour une raison très simple. À l'époque, le Royaume-Uni ne faisait pas partie de l'Union européenne. Et donc c'est la raison qui explique, c'est la raison pour laquelle, depuis 1952, la Cour a choisi une langue de travail qui est le français. C'est-à-dire que toute affaire qui arrive, mettons en slovaque, les pièces de procédure vont être traduites du slovaque vers le français. Les pièces qui arrivent en polonais vont être, si c'est la langue de procédure, vont être traduites vers le français. Et ça a donc une implication en termes organisationnels. Ça veut dire que la Cour doit s'organiser pour être capable de traduire des pièces de procédure à partir de n'importe laquelle de ces langues vers le français. À l'inverse, lorsque j'y viens
le projet d'arrêt est rédigé, il va être rédigé en français, il va devoir être traduit vers la langue de procédure. Mon juge polonais qui a posé une question, si vous lui envoyez un arrêt en français, il ne va pas être très aidé. Donc cet arrêt en français va être traduit vers le polonais, mais non seulement vers le polonais, il va être traduit la plupart des fois dans toutes les langues officielles. Donc vous voyez, nous devons traduire vers le français à partir de n'importe quelle langue et nous devons traduire du français vers toutes ces langues-là. Lorsque nous sommes en audience, là, c'est encore plus compliqué parce que vous n'êtes pas dans votre bureau en train de réfléchir comment je vais traduire cela de la manière la plus appropriée. Vous avez un peu de temps de réflexion. Vous êtes en cabine d'interprétation et Patrick Twiddle est beaucoup mieux placé que moi pour parler de cela. Vous devez en instantané reproduire ce qui est dit au micro dans potentiellement n'importe laquelle des autres langues. C'est donc de l'interprétation simultanée. Et donc, j'ai, je le dis avec grand plaisir, une admiration énorme pour les interprètes qui sont vraiment des artistes sans filet, qui doivent tout de suite entendre une langue et la reproduire. Alors, vous allez me dire, mais comment ça fonctionne? Parce qu'en réalité, avec 24 langues, vous avez 552 combinaisons linguistiques. Vous faites c'est énorme, c'est énorme. Nous n'avons pas 552 interprètes. Patrick aurait été un homme heureux si ça avait été le cas, avec 552 interprètes. Il y a environ 70-80 interprètes qui travaillent à la Cour, qui ne maîtrisent pas toutes ces combinaisons linguistiques. Alors les interprètes maîtrisent beaucoup de langues, facilement, 4, 5, 6 langues, mais qu'est-ce qu'ils font? Lorsqu'ils doivent interpréter, ils écoutent les propos tenus par l'orateur dans une langue donnée, et s'ils ne connaissent pas cette langue-là, ils vont écouter une autre langue qu'ils comprennent. Mettons, je plaide en bulgare et je suis un interprète de langue néerlandaise, je dois interpréter en néerlandais ce qui a été dit en bulgare. Mais je ne comprends pas le bulgare. Mais par contre, je comprends l'anglais. Alors moi, interprète néerlandais, j'écoute instantanément ce qui se dit du bulgare vers l'anglais, j'écoute l'anglais de l'oreille gauche et je reproduis de l'anglais vers le néerlandais. Donc vous voyez, c'est pour ça que j'ai énormément d'admiration, pas seulement pour cela, mais ça nécessite vraiment une gymnastique et une grande habileté pour être capable, comme ça, en simultané, de reproduire ses propos. Voilà ce que je voulais dire en guise, je n'oserais pas dire d'introduction, parce que c'est un peu plus long qu'une introduction, sur l'institution. Je vais maintenant vous parler de la procédure, sauf Patrick, si tu m'interromps en me disant que tu as déjà des questions à propos de l'institution. Voilà. Il y a effectivement une question sur... Bon, à mon avis, ce sont des questions auxquelles la réponse va venir rapidement dans la deuxième partie. Mais d'abord, les délais des procédures devant la Cour, combien de temps ça risque de durer, et puis comment sont allouées les affaires devant les chambres et devant, enfin, comment les juges sont choisis pour siéger dans une affaire particulière. Parfait, ok. Mais donc je vais intégrer ces deux questions-là dans la présentation qui suit, c'est parfait. Sur cette première partie, tu n'avais pas d'autres questions à ce stade, hein? Je crois que c'est bon. Ok. Alors, si vous le voulez bien, je passe à ma seconde partie qui est relative à la procédure. Comment se déroule la procédure devant la Cour? Alors, il faut avoir à l'esprit que la procédure est régie par des textes, comme un code de procédure civile ou de procédure pénale. Enfin, il y a des codes et des textes procéduraux dans les différents États membres. C'est la même chose à la Cour de justice. Le texte suprême, si je puis dire, qui régit la procédure, avec les grands principes, c'est le protocole sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne. Et je dis volontairement Cour de justice de l'Union européenne parce que ce protocole s'applique aussi bien à la Cour qu'au tribunal. Ça s'applique à l'institution qui comprend deux juridictions. Donc les grands principes de la procédure sont contenus là-dedans. Mais évidemment, les règles plus concrètes sont décrites dans les règlements de procédure, respectivement de la Cour et du tribunal, et dans des textes dérivés dont je vais vous parler dans quelques instants. La procédure devant la Cour et devant le tribunal, d'ailleurs, comprend globalement trois phases. La phase écrite, la phase orale
et la phase du délibéré. Vous allez me dire rien de très neuf par rapport à ce que nous connaissons devant les juridictions nationales. La phase écrite est sans doute la phase la plus particulière parce qu'elle est très différente selon que vous traitiez un recours direct ou un pourvoi ou un renvoi préjudiciel. Lorsque vous traitez un recours direct, c'est grosso modo la même chose qu'un recours devant une juridiction nationale. Vous avez un recours qui est déposé, le recours est signifié par le greffe à l'autre ou aux autres parties, ces autres parties sont mises en mesure de présenter un mémoire en défense, elles vont prendre position sur le recours, et puis vous avez un deuxième tour de mémoire qui s'appelle la réplique et la duplique. Vous allez me dire, ça sonne familier, nous connaissons cela dans le système juridique national. Effectivement, la seule différence, c'est que les recours doivent être traduits à tout le moins en français. Si la langue de procédure n'est pas le français, si mon affaire commission contre Danemark, elle va être introduite en danois, eh bien nous devrons traduire cela vers le français pour que les juges de la Cour soient en mesure de comprendre le recours. Ça, c'est pour le recours direct. Et donc, c'est grosso modo le déroulement de la procédure dans la phase écrite. Pour les pourvois, c'est globalement la même chose, sauf que le deuxième tour de mémoire, réplique, duplique, n'est pas obligatoire. Il n'est pas automatique, plus exactement. C'est-à-dire, si vous voulez déposer une réplique et puis une duplique, vous devez demander l'autorisation du président de la Cour, et c'est seulement si le président donne cette autorisation qu'il y aura un deuxième tour de mémoire. La plus intéressante des procédures est évidemment, et qui vous concerne le plus directement, c'est la procédure préjudicielle. Procédure préjudicielle parce que c'est un juge national français, belge, luxembourgeois, que sais-je, qui va s'adresser à la Cour, qui va lui poser une question, généralement pas uniquement une question, bien sûr, il va envoyer une décision avec des questions et dans laquelle il explique pourquoi il pose ces questions. Et cette décision, vous l'aurez compris, doit être traduite dans toutes les autres langues pour permettre à tous les États membres et aux institutions de prendre position. Donc, vous avez déjà compris l'importance, en tant que juge national, d'adresser à la Cour de justice une demande de décision préjudicielle claire. Claire, c'est-à-dire bien rédigée, sans trop de conditionnels, d'incises, de subordonnés, des phrases qui font une demi-page. Il faut veiller dans la rédaction de cette question, de cette demande, à ce qu'elle soit intelligible. Ayez à l'esprit, on ne fait pas de la grande littérature, ce n'est pas du Molière ou du Voltaire. Nous avons un problème juridique qui est le suivant, que je présente en termes clairs et concis, parce que cette demande va être traduite dans toutes les langues. Et donc, il faut que vos interlocuteurs, la Cour de justice, mais tous les juristes linguistes derrière, puissent comprendre ce qui est demandé pour le traduire ensuite dans toutes les autres langues. Ce sera la même chose à un stade ultérieur. Lorsque vous, avocat, vous serez amené à faire des observations écrites dans la procédure, j'y viens tout de suite, vous devez aussi penser ce que j'écris doit être traduit. Bon, pour vous, ce n'est pas trop un problème, évidemment, vous l'écrivez en français, et le français est la langue de travail de la Cour. Mais pour les autres avocats, grecs, portugais, ils doivent avoir à l'esprit que ce qu'ils rédigent doit être traduit. Alors, ça a une conséquence, le fait que cette demande doive être traduite. La demande arrive à la Cour, elle va être traduite dans toutes les langues, dans un délai qui va prendre environ 1 mois. C'est le délai standard que nous nous sommes fixés à la Cour pour traduire une demande de décision préjudicielle. Parfois c'est un peu plus court, parfois c'est un peu plus long, mais disons en moyenne 4 à 5 semaines. Lorsque nous avons cette traduction, nous allons signifier cette demande de décision préjudicielle dans toutes les langues à une quarantaine de destinataires, presque 40. Nous allons le signifier aux 27 États membres, nous allons le signifier à la Commission, au Conseil, au Parlement, à la Banque centrale européenne. Vous faites le calcul, 27 plus 4, nous sommes déjà à 31. Nous allons également le signifier à l'Islande, à la Norvège, au Liechtenstein et à l'autorité de surveillance de l'Association européenne de libre-échange. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ces États tiers viennent faire là-dedans, dans cette histoire? Eh bien, tout simplement parce qu'ils sont liés à la communauté, à l'Union, par un accord qu'on appelle l'accord sur l'espace économique européen, dont le contenu est très proche du contenu des traités. Et donc, lorsque nous avons une demande préjudicielle qui porte sur le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, on signifie également
cette demande à ces 3 États tiers et à l'autorité de surveillance de l'AELE pour leur permettre également de faire des observations écrites. Vous avez fait le calcul, 27 plus 4 plus 4, nous sommes déjà à 35 destinataires, auxquels s'ajoute parfois la Suisse, parce que la Suisse est partie à certains accords internationaux et peut aussi être amenée à faire des observations écrites dans certaines affaires, auxquelles s'ajoute, depuis le 1er janvier, le Royaume-Uni, qui est parti aussi à certaines affaires et peut être intéressé. Nous sommes déjà à 37, auxquels s'ajoutent les parties dans l'affaire au principal. 2 parties qui s'opposent, mais s'il y a 15 parties qui s'opposent devant le juge national, ce sont autant de parties qui peuvent faire des observations devant la Cour. Et c'est là où vous mettez le doigt sur la spécificité de la procédure devant la Cour. Spécificité par le nombre d'acteurs, le nombre de langues concernées, c'est vraiment la spécificité de la Cour, du renvoi préjudiciel devant la Cour. Tous ces acteurs peuvent faire des observations et répondre aux questions posées par le juge national. Répondre, c'est-à-dire suggérer une réponse, et c'est la Cour évidemment qui aura le dernier mot. Mais donc, lorsque le greffe signifie cette demande du juge national à tous ces destinataires, ces 37, 38 ou plus destinataires, ils ont tous la possibilité de faire des observations et dire à la Cour, voilà ce que moi, Islande, je propose comme réponse. Voici ce que moi, Pologne, je propose de répondre. Et vous aurez compris que quand la Pologne propose de répondre à des questions, elle le fait en polonais. Donc les observations du gouvernement polonais vont devoir être traduites non seulement en français, langue de travail de la Cour, mais également dans la langue de procédure. Si mon juge portugais a posé des questions, la langue de procédure est le portugais, et si la Pologne fait des observations, elle le fera en polonais. Donc les observations du gouvernement polonais doivent être traduites en portugais, langue de procédure de l'affaire, et en français. Vous aurez compris pourquoi je vous ai expliqué l'importance de cette machinerie linguistique. Et quand je dis machinerie, ce n'est pas du tout péjoratif, mais c'est pour vous montrer à quel point cela nécessite de l'organisation et voilà, de la structure. Nous avons donc cette phase écrite qui se compose d'observations écrites déposées par tous ces interlocuteurs. Évidemment, ils ne sont pas obligés de le faire, mais plus l'affaire sera sensible, plus l'affaire sera importante, plus vous aurez des participants à la phase écrite de la procédure. Lorsque la phase écrite de la procédure est terminée, c'est-à-dire lorsque toutes ces observations sont déposées, la phase écrite est donc clôturée, la Cour va interroger, par le biais du greffe, toutes ces parties pour dire « souhaitez-vous la tenue d'une audience ?» Et les destinataires vont dire « oui, nous voulons une audience » ou « non, une audience n'est pas nécessaire, une audience de plaidoirie ». Mais en interne, et là je rebondis sur la question, vous allez me dire « mais qui va traiter cette affaire ?» Un juge rapporteur. Donc, pour chaque affaire portée devant la Cour, une affaire préjudicielle, un recours direct, un pourvoi, le président de la Cour a désigné un des juges, et c'est la même chose au tribunal, a désigné un des juges qui va faire office, fonction de juge rapporteur. Comment ce juge rapporteur est-il désigné? C'est la question. Eh bien, par critère d'élimination. C'est-à-dire que nous n'allons jamais désigner dans un recours commission contre France le juge français. Ne sera jamais le juge rapporteur de l'affaire commission contre France pour donner toutes les garanties d'impartialité pour éviter, même si le juge français n'a pas envie, dans mon exemple, de soutenir la position de la France, on pourra toujours lui reprocher de dire « Ah oui, mais la France a été condamnée parce que tu n'as pas suffisamment défendu nos intérêts. » Ou à l'inverse, la France n'a pas été condamnée parce qu'il y avait le juge français qui a fait pression. Donc pour éviter ce genre de discussion, la Cour n'attribue jamais une affaire au juge du pays concerné. Donc, dans un recours en manquement, ce ne sera jamais le juge de l'État poursuivi. Dans une affaire préjudicielle qui vient du Portugal, ce ne sera jamais le juge portugais qui va être le juge rapporteur. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas siéger dans l'affaire. Il peut faire partie de la formation de jugement, mais ce ne sera pas lui qui sera le juge rapporteur. Alors, le président, très concrètement, tient compte de toute une série de paramètres qui sont évidemment le domaine de spécialisation du juge. Peut-être qu'un juge peut être un grand spécialiste du droit de la propriété intellectuelle. Eh bien, il va plus facilement recevoir comme juge rapporteur des affaires de propriété intellectuelle qu'un autre juge. Un autre juge peut être un spécialiste des marchés publics. Avant d'arriver à la Cour, eh bien, il va plus facilement traiter des affaires de marchés publics. Mais ce n'est pas une séparation stricte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de spécialisation stricte au niveau
de la désignation des juges. D'abord parce qu'il y a énormément d'affaires d'environnement et le pauvre juge qui serait le spécialiste de l'environnement ne serait pas capable simplement de traiter toutes les affaires d'environnement ou toutes les affaires de marché public. Donc dans la pratique, les affaires sont réparties équitablement entre l'ensemble des juges de la Cour et chaque juge a des affaires un peu dans tous les domaines, même si certains juges sont un peu plus spécialisés dans tel type d'affaires ou dans tel autre type d'affaires. Mais le nombre d'affaires est tellement important que nous n'avons plus à la Cour un juge qui ferait seul toutes les affaires de marché public, un autre seul toutes les affaires d'aide d'État. Voilà, donc c'est un petit peu la façon dont les affaires sont réparties. Au tribunal, c'est un petit peu différent. Là, les affaires ne sont pas dans un pot commun au début, elles sont directement affectées, attribuées à une chambre. Le tribunal est divisé en 10 chambres. L'affaire est directement attribuée à une chambre et c'est le président de cette chambre qui va proposer au président du tribunal de dire au sein de la chambre, je propose que ce soit tel juge rapporteur qui se charge de l'affaire. Alors au tribunal, effectivement, depuis cette grande réforme qui a vu le nombre de juges du tribunal doubler, depuis l'année dernière, depuis 2019, vous avez certaines chambres du tribunal qui sont des chambres spécialisées ou partiellement spécialisées en matière d'une part de fonction publique et d'autre part de propriété intellectuelle. Donc si vous avez une affaire de propriété intellectuelle et que vous êtes un juge affecté à la chambre de propriété intellectuelle, eh bien, vous aurez plus de chances, évidemment, de faire des affaires de propriété intellectuelle que les juges qui ne sont pas affectés à une telle chambre. Mais ce n'est pas une séparation, une spécialisation stricte, c'est-à-dire que dans cette chambre propriété intellectuelle, vous pouvez aussi être amené à traiter d'autres types d'affaires. Patrick, j'espère que cela répond à la question de la spécialisation et les critères d'affectation. Je pense que oui. OK. Alors, notre juge rapporteur, la procédure écrite est terminée, notre juge rapporteur, qui a été désigné par le président, va à ce stade préparer ce qu'on appelle un rapport préalable. Qu'est-ce que c'est que le rapport préalable? C'est un rapport dans lequel chaque juge rapporteur va résumer l'affaire dont il est en charge à l'attention de ses collègues, des autres juges de la juridiction, à l'attention aussi des avocats généraux. Il opère donc un résumé de l'affaire pour que ses autres collègues comprennent bien sur quoi l'affaire porte, quels sont les enjeux de l'affaire. C'est la première partie de ce rapport. C'est un rapport interne à la Cour. Les parties ne le voient pas. Pourquoi? Parce que ce rapport préalable comporte une deuxième partie qui sont les propositions du juge rapporteur pour la suite du traitement de l'affaire. Ce sont des propositions procédurales dans lesquelles le juge rapporteur va dire, au vu de l'enjeu de cette affaire, cela porte sur l'environnement, sur l'interprétation de l'article 4 de la directive 85-2001, j'invente, hein, c'est quelque chose comme ça, ou bien c'est l'article 13 de la directive 2612 qui porte sur la TVA, relatif à la question de l'exonération des prestations de nature, etc. Donc il résume, si vous voulez, à l'attention de ses collègues l'enjeu de l'affaire, et il va dire, au vu de cet enjeu, je vous propose de renvoyer l'affaire devant une chambre à 5 juges, avec une audience, mais pas de conclusion de l'avocat général, parce qu'il y a beaucoup de jurisprudence. Il peut dire aussi, l'affaire est d'un enjeu absolument fondamental, elle doit être traitée par la grande chambre de la Cour, ou par l'assemblée plénière, toute la Cour. C'est rarissime, je vous le dis tout de suite. Statuer à 27, vous vous imaginez bien que ce n'est pas si facile que cela, mais par contre, les décisions compliquées, sensibles, seront traitées par la grande chambre, qui comprend quand même 15 juges. Ou bien il peut dire, l'affaire est très simple, elle se prête à être jugée par une chambre à 3 juges. Vous n'avez pas de juge unique à la Cour de justice, les affaires sont toutes traitées par une chambre à 3 juges, ou à 5 juges, ou la grande chambre de 15 juges, ou l'assemblée plénière. Ce sont les 4 options possibles. Au tribunal, vous avez l'option supplémentaire du juge unique, mais qui est rarement utilisée. Et donc au tribunal, vous pourriez avoir certaines catégories d'affaires qui sont tranchées par un juge unique. Voilà. Donc, dans son rapport préalable, le juge va dire quel type de formation est la plus appropriée au regard de la nature de l'affaire, de sa complexité, de ses enjeux, etc. Deuxième élément sur lequel il va prendre position, il va dire faut-il une audience de plaidoirie? Et là, on a vu une nette évolution. Au tribunal, l'audience est beaucoup plus systématique. Ayez à l'esprit, c'est une juridiction de première instance. C'est le juge de droit commun, ce sont des recours directs.
le tribunal va plus facilement organiser des audiences qu'à la Cour. À la Cour, là j'ai clairement vu l'évolution depuis que je suis à la Cour, donc un peu plus de 20 ans, il y a beaucoup moins d'audiences que quand je suis arrivé. Il faut motiver sa demande d'audience, il ne suffit pas de dire « Oh, l'affaire est compliquée, je veux une audience ». Non, 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 il faut une motivation plus sérieuse. Et si la Cour estime qu'elle est suffisamment éclairée, elle peut ne pas organiser d'audience, même si les parties demandent une audience. Il y a une exception, j'y reviens plus tard, mais donc la Cour a une plus grande latitude dans l'organisation des audiences si elle estime qu'elle est suffisamment éclairée, en particulier en matière préjudicielle. Elle va dire « Je n'ai pas besoin d'une audience, je sais sur base de la phase écrite de la procédure et des observations qui ont été déposées, je sais la réponse que je veux donner aux questions, ça fait gagner du temps. » Et là, je vais arriver sur la question de la durée de la procédure. La Cour peut facilement gagner 2 mois, 3 mois de temps si, sur base des observations écrites, elle estime qu'elle a tous les éléments qu'il lui faut pour répondre aux questions du juge national. À l'inverse, parce que j'anticipe la question, vous allez me dire, mais violation des droits de la défense, c'est scandaleux, nous avons demandé une audience, nous n'avons pas d'audience. C'est des critiques que nous avons entendues parfois, en particulier de la part d'avocats et en particulier de la part d'États membres plutôt anglo-saxons. Ça ne vous étonnera pas, la tradition anglo-saxonne est beaucoup plus orale. L'audience revêt une importance très grande au Royaume-Uni, en Irlande également. Et donc, lorsque la Cour a introduit cette possibilité de statuer sans audience, malgré le fait que les parties demandaient une audience, ce sont ces États-là qui étaient les plus réticents. Ils disent mais pourquoi shocking, the hearing is so important. La Cour a dû expliquer les raisons pour lesquelles elle n'organisait pas d'audience. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas d'accord avec les parties. Parfois, la Cour, en réalité, les parties demandent une audience et la Cour partage pleinement la position des parties qu'elles ont exprimée dans leurs observations écrites. Mais elle ne peut pas encore dire aux parties, écoutez, je suis tout à fait d'accord avec vous, on ne va pas faire d'audience. Les parties vont découvrir cela par la suite, bien sûr. À l'inverse, ayez à l'esprit que parfois, aucune partie ne demande une audience et que la Cour décide elle-même d'organiser une audience. Cela arrive aussi, et les parties l'oublient souvent. Parfois, la Cour estime que l'affaire mérite une audience, même si les parties n'ont pas demandé d'audience, et va elle-même organiser une audience. Donc, vous voyez, il y a plusieurs éléments qui rentrent en compte là-dedans. Il est évident que lors de la période que nous vivons à l'heure actuelle avec la crise sanitaire, il y a eu beaucoup moins d'audience qu'avant la crise sanitaire, pour des raisons évidentissimes. Se rendre à Luxembourg était plus difficile, les frontières étaient parfois fermées, les vols annulés, et donc ça a été la crise sanitaire pour la Cour de justice, pas seulement pour la Cour, l'occasion d'innover aussi et de mettre en place des formules de vidéoconférence, d'audience avec des plaidoiries à distance, ce qui était une révolution pour la Cour, une révolution pour les parties, une révolution pour l'interprétation. C'était véritablement un challenge, une révolution aussi pour l'informatique à la Cour, parce que vraiment, la Cour n'était pas préparée à cela. Dites-vous bien, il y a parfois des audiences avec plaidoirie à distance dans les États membres, notamment, et vous avez ça en France aussi, notamment dans une situation compliquée où vous ne voulez pas prendre de risques avec des audiences avec des détenus extrêmement dangereux et où il vaut mieux les laisser en prison plutôt que les faire venir et risquer qu'ils s'évadent, ou dans des contextes terroristes. Vous pouvez imaginer toutes les séries de contextes possibles. La différence, c'est que les audiences à distance dans les États membres se passent dans une seule langue. Nous avons des audiences à distance, mais nous devons intégrer le paramètre interprétation. Ce qui va être dit à distance, mettons en bulgare ou en tchèque, va devoir être interprété vers les langues des parties représentées lors de l'audience. Donc vous voyez, la complexité est accrue lors de l'audience avec des plaidoiries à distance, où les interprètes ne voyaient pas nécessairement ne voyaient pas les plaideurs dans la salle, ils voient les plaideurs à distance dans un local situé à Paris, à Madrid, à Helsinki. Voilà. Tout cela pour dire que dans ce rapport préalable, je reviens à mon rapport préalable du juge rapporteur, le juge va faire des propositions concernant la formation de jugement la plus appropriée, concernant la tenue ou non d'une audience, et enfin, concernant la tenue ou non de conclusion de l'avocat général. Est-ce que dans cette affaire, elle est d'une complexité telle
où elle soulève tellement de questions nouvelles qu'il faut des conclusions. Ou à l'inverse, on peut se dispenser des conclusions. Ce sont tous les paramètres qui sont formulés par le juge rapporteur dans son rapport préalable. Ce rapport préalable est distribué à l'ensemble des juges et avocats généraux de la Cour et va être discuté lors d'une réunion générale qui réunit chaque semaine tous les juges de la Cour et les juges et avocats généraux de la Cour. C'est la même chose au tribunal, on n'appelle pas ça la réunion générale, on appelle ça la conférence plénière. Chez nous, ça s'appelle, ou la conférence de chambre, chez nous, c'est la réunion générale. Alors, lors de la réunion générale, tous les juges et avocats généraux sont présents, le greffier aussi, ou moi-même si le greffier est empêché, et on passe en revue l'ensemble des affaires pour lesquelles il y a un rapport préalable avec des propositions. Et c'est lors de cette réunion générale que non pas la décision finale va être prise, mais le sort procédural de l'affaire va être déterminé. C'est lors de cette discussion en réunion générale qu'on va décider si on suit ou non les propositions du juge rapporteur. Le juge rapporteur peut dire il faut une chambre à 5 juges et les autres juges peuvent dire non, 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 l'affaire est trop importante, elle doit être renvoyée devant la grande chambre. L'inverse peut arriver aussi, le juge dit c'est fondamental, il faut une grande chambre de 15 juges, et les autres juges disent écoute, il y a déjà beaucoup de jurisprudence, une chambre à 5 juges suffit. Il propose une audience, les autres juges disent non, non, une audience n'est pas nécessaire. Il ne propose pas de conclusion, les avocats généraux disent oui, il faut des conclusions. Donc vous voyez, c'est lors de cette réunion qu'il y a des échanges entre les juges et avocats généraux sur les propositions procédurales. Et à l'issue de cette réunion générale, le sort procédural de l'affaire est noué et l'affaire va définitivement dans une chambre où il y aura ensuite une audience, après les conclusions et puis le délibéré. Et c'est cette chambre-là, ou la grande chambre, si l'affaire a été renvoyée devant la grande chambre, qui va rendre la décision finale. Donc vous voyez le processus, la phase écrite, le rapport préalable, la réunion générale, on prend les grandes décisions procédurales et nous entrons dans la phase orale. La phase orale, je serai très bref parce que vous avez compris un peu comment ça se passe. On organise, le greffe va convoquer les parties à une audience. On sera en contact étroit, bien sûr, avec l'interprétation, avec les avocats, avec les agents. Nous allons convoquer cette audience quelques semaines plus tard. Lors de l'audience, les parties seront présentes, vont présenter leurs arguments oralement, comme lors d'une audience devant une juridiction nationale. Après cette présentation des plaidoiries, les juges vont poser des questions, l'avocat général va poser des questions, les parties vont répondre du mieux qu'elles peuvent. C'est évidemment à ce moment-là que vous voyez et que les juges voient si les avocats ou les agents maîtrisent leur dossier, parce que c'est à ce moment-là qu'ils sont sur le grill, pour le dire de manière un peu imagée. Donc c'est à ce moment-là qu'on voit s'ils connaissent vraiment toutes les finesses de leur dossier. Les juges vont cuisiner. Généralement, avant l'audience, ils auront adressé des questions concrètes aux parties, auxquelles elles vont répondre lors de l'audience. Et à la fin de l'audience, qui est donc une audience multilingue, je vous l'ai expliqué, les parties ont une très brève possibilité de réplique, c'est-à-dire elles prennent la parole quelques minutes pour réagir par rapport à quelque chose qui a été dit lors de l'audience. Et ensuite, l'audience se termine et le président de la formation de jugement va se tourner vers sa droite, où l'avocat général siège et va demander à l'avocat général à quelle date l'avocat général va présenter ses conclusions. Et l'avocat général présentera ses conclusions quelques semaines ou quelques mois après la date de l'audience, et cela représente la phase orale de la procédure à la Cour. Au tribunal, c'est la même chose, sauf que vous n'avez pas d'avocat général, et donc la phase orale de la procédure au tribunal, c'est l'audience de plaidoirie. Lorsque l'audience est finie, lorsque les conclusions sont présentées, vous rentrez dans la phase du délibéré proprement dit. Le délibéré, vous aurez compris, ça se passe sur base d'un texte rédigé en français. Donc, le juge rapporteur va préparer ce qu'on appelle un projet de motif, c'est-à-dire c'est un projet d'arrêt, mais qui s'appelle projet de motif parce que le juge va expliquer, va donner les motifs de sa décision, d'où le nom projet de motif, qu'il rédige avec l'aide de son référendaire. Plus exactement, c'est généralement le référendaire qui rédige le projet de motif sous les ordres et sur les instructions de son patron, du juge rapporteur. Lorsque ce projet de motif est rédigé, il va être envoyé, c'est une spécificité aussi de la Cour de justice, devant une cellule qu'on appelle la cellule des lecteurs d'arrêt. Vous ne trouvez ça nulle part au monde. C'est une cellule de magistrats spécialisés francophones. La plupart sont français, quelques-uns sont belges, parfois luxembourgeois.
c'est une petite équipe de magistrats qui sont drillés, formés pour relire tous les projets de motifs préparés par les juges rapporteurs. L'affaire, je précise, n'a pas encore été délibérée. C'est un projet de motifs préparé par le juge rapporteur qui l'envoie à cette cellule de lecteur d'arrêt qui dépend directement du président de la Cour et qui va, en réalité, leur rôle est d'harmoniser la présentation. Ils ne vont pas faire d'intervention sur le fond du projet de motifs, ils vont s'efforcer d'harmoniser la présentation du projet de motifs pour que cette présentation soit le plus conforme possible, d'une part, au style rédactionnel des arrêts de la Cour, le mode de citation des arrêts, le mode de citation de la jurisprudence, et aussi, ayez à l'esprit, pour mettre ça dans un beau français. Un juge français, un juge belge, un juge luxembourgeois aura plus de facilité à rédiger un projet de motif en français qu'un juge tchèque, bulgare ou de n'importe quelle autre langue. C'est aussi la fonction du lecteur d'arrêt, c'est d'aider à la rédaction sur le plan linguistique. Donc c'est sur le plan formel et sur le plan linguistique. Lorsque ces lecteurs d'arrêt ont fait part de leurs observations au juge rapporteur, le juge rapporteur généralement intègre ces observations, il n'est pas obligé, mais dans 90% des cas, il intègre ces suggestions, et c'est à ce moment-là qu'il distribue son projet de motif aux membres de la formation de jugement, de la chambre concernée, ou de la grande chambre, si c'est la grande chambre qui traite l'affaire, et c'est à ce moment-là que le président de la formation de jugement va convoquer un délibéré. Et ce délibéré aura lieu généralement 10-15 jours plus tard. Tous les juges de la formation de jugement auront pu se pencher sur l'affaire, faire part de commentaires, par voie écrite parfois, avant le délibéré, ou lors du délibéré, qui est une réunion physique, sauf si l'affaire est très simple. Dans ce cas-là, ce sera un délibéré par voie écrite, mais forcément, plus l'affaire est sensible, plus l'affaire est complexe, plus elle va susciter de discussions, de débats, et plus les réunions se tiendront de manière présentielle. Dans des, évidemment, très grandes salles, dans le contexte de crise sanitaire que nous connaissons à l'heure actuelle, ce seront des grandes salles avec des distances importantes entre les membres de la formation de jugement, où, sous une forme mixte, certains membres seront présents physiquement dans la salle de la Cour et les autres participeront par voie de visioconférence, comme je participe maintenant avec vous à cette visioconférence. Donc vous voyez le processus. Lorsque le délibéré s'achève, il y a parfois plusieurs délibérés, si l'affaire est compliquée, une affaire va revenir en discussion quelques semaines plus tard, l'arrêt ne sera pas directement prononcé. Alors vous allez me dire, mais pourquoi le délibéré est terminé? Eh bien, de nouveau, pour des raisons liées au multilinguisme. Notre affaire présentée en polonais, même si le texte est parfaitement ficelé et prêt en français, doit être traduite vers le polonais, à tout le moins, et généralement aussi vers les autres langues pour être disponible pour l'ensemble des citoyens de l'Union européenne. Et donc c'est seulement quelques semaines après la clôture du délibéré que l'arrêt sera prononcé dans la langue de procédure. Donc dans mon exemple, il sera prononcé en polonais, excusez-moi, généralement par un juge polonais ou un juge qui parle le polonais. Et si le juge ne maîtrise pas cette langue, il va être lu dans une autre langue, mais il sera disponible évidemment immédiatement sur le site internet de la Cour et il sera signifié aux parties en langue polonaise. Tout cela aura duré combien de temps? C'est la deuxième question posée par notre interlocuteur. En réalité, une procédure préjudicielle à l'heure actuelle, ça a beaucoup évolué au fil des années, à l'heure actuelle dure en moyenne 15 à 16 mois. Donc si vous intégrez l'ensemble de ces facteurs, de ces processus de traduction, de cette participation de tous ces États membres, c'est environ 15 à 16 mois. Je précise qu'il y a un peu plus de 10 ans, nous étions à 25 mois. Vous faites le calcul. Nous sommes passés de 25 mois à 15 à 16 mois. 25 mois, c'était plus de 2 ans, ce qui est évidemment très long pour un juge national qui a suspendu l'affaire et qui attend la réponse de la Cour. Maintenant, la durée est en moyenne de 15-16 mois. Dans certaines affaires, c'est plus court. Dans certaines affaires, c'est un peu plus long si l'affaire est plus compliquée. Dans les affaires, les recours directs et les pourvois, les durées, surtout dans les recours directs, sont un peu plus longues parce que les recours directs dont la Cour est saisie sont des recours généralement assez sensibles.
dans lesquels beaucoup d'États membres interviennent, et donc interviennent dans leur langue avec nécessité de traduction, et aussi parce que la phase écrite d'un recours direct, vous l'aurez compris, est plus longue que la phase écrite d'une affaire préjudicielle. La phase écrite préjudicielle dure 2 mois et 10 jours, pas un jour de plus, même si c'est 3 mois et 10 jours maintenant en période Covid, mais faisons abstraction de cela, 2 mois et 10 jours. Dans un recours direct, la phase écrite de la procédure peut durer facilement 10 mois. Le recours, le mémoire en défense, le mémoire en réplique, le mémoire en duplique, les interventions éventuelles, les observations sur les mémoires en intervention, tout cela dure un certain temps. Voilà, ça c'est dans les grandes lignes les étapes principales de la procédure devant la Cour. Je me suis concentré, vous l'avez compris, sur les affaires préjudicielles qui vous concernent plus directement. Est-ce que sur cette procédure devant la Cour, avant que je termine par quelques exemples concrets, où je ferai forcément une sélection, est-ce que sur cette procédure, Patrick ou d'autres personnes ont reçu des questions ou veulent intervenir? Patrick. Je vais rassembler un peu les questions avant de passer à notre prochaine étape. Justement, on voudrait quelques exemples de litiges entre les institutions européennes elles-mêmes. Quel genre d'affaires est considéré affaire sensible? Quant aux litiges vexatoires, ou plutôt existe-t-il, et ceci est la question, existe-t-il à la Cour un mécanisme de sanction pour recours abusif, à la manière de ce qui existe souvent au niveau national? Et je crois qu'il vaut mieux laisser parler notre expert et voir s'il suscite d'autres questions à la fin, comme le temps de presse maintenant. Pas de problème. En ce qui me concerne, en tout cas, le temps ne presse pas. C'est-à-dire, je ne suis pas contraint par 19h30, il faut arrêter en tout prix. Donc, si vous avez plus de temps, je peux rester plus longtemps. Peut-être pas jusqu'à 22h, soyons clairs. Mais enfin, je ne suis pas contraint par le temps de l'autre côté. Alors, commençons par la première question. Existe-t-il les litiges entre institutions? Alors, quels sont les litiges entre institutions? Il n'y en a pas beaucoup, soyons clairs, il n'y a pas beaucoup de litiges devant la Cour entre la Commission et le Conseil et le Parlement, ou entre le Parlement, du Parlement contre le Conseil ou du Parlement contre la Commission. Ce genre de litige porte généralement sur les prérogatives des institutions qu'une institution estime évidemment violée par l'autre institution. Donc, dans tous les actes adoptés par les institutions européennes doivent respecter pour être adoptés, une certaine procédure doit être suivie, certains organes doivent être consultés, certaines règles de majorité doivent être observées. Si une institution estime que ses prérogatives ont été méconnues lors de la procédure qui a conduit à l'adoption de l'acte, elle va généralement introduire un recours une fois que l'acte est entré en vigueur devant la Cour. Le Parlement va expliquer à la Cour que le Conseil ou la Commission va expliquer que le Conseil et le Parlement européen ont méconnu ses prérogatives, ou ont choisi, et c'est souvent le type de recours que nous avons, ont recouru à une base juridique erronée, c'est-à-dire qu'ils ont adopté un acte sur une base du traité qui n'est pas la bonne, selon la Commission. Ils vont dire c'est un acte qui prévoit, le Conseil et le Parlement ont estimé qu'il fallait recourir à l'unanimité, alors que moi, j'estimais, Commission, que c'est un acte pour lequel la majorité qualifiée aurait suffi. Et évidemment, ce profil derrière ces litiges, c'est un peu des questions symboliques, mais ce profil derrière ces litiges interinstitutionnels, le respect des prérogatives de chaque institution européenne. L'une estime que ces prérogatives ont été violées ou n'ont pas été respectées. Nous avons quelques exemples chaque année de tels recours, mais ce ne sont pas des recours très nombreux. Honnêtement, ils peuvent se compter sur les doigts d'une main ou de 2 mains à tout casser. Et généralement, ils portent sur le respect des prérogatives des uns et des autres. Les recours peuvent porter aussi, mais alors là, ce sera par exemple un recours introduit par un État membre contre une institution, sur des actes législatifs adoptés contre la volonté d'un État membre.
Vous le savez, à part en matière fiscale et sociale, avec quelques exceptions, la majorité qualifiée est le mode de vote le plus fréquent. Donc les actes sont adoptés par les organes de l'Union européenne, Conseil et Parlement, ou Conseil tout seul, pour la plupart à la majorité qualifiée. Ce qui veut dire que ces actes sont adoptés contre la volonté, généralement, de l'un ou l'autre État membre, qui ne va pas être très content. Et généralement, lorsqu'il n'est pas très content, qu'est-ce qu'il fait? Après, il a introduit un recours devant la Cour de justice pour estimer que le Parlement et le Conseil ont violé telle norme, ou n'ont pas fait ceci, ou n'ont pas respecté cela. Un exemple très concret, et je rebondis, je glisse sur les affaires sensibles. Vous avez tous entendu parler ou si vous n'avez pas entendu parler, vous en entendez parler maintenant, de l'adoption des perspectives pluriannuelles. Le budget de l'Union européenne est un budget qui est voté dans un cadre pluriannuel pour une période de 7 ans. Et nous sommes à présent dans la perspective, dans le cadre financier de l'Union européenne 2021-2027. Avant l'adoption d'un tel cadre financier, cela se passe toujours sur la base d'une proposition de la Commission européenne qui est ensuite discutée par l'autorité budgétaire, c'est-à-dire le Parlement et le Conseil. Et vous le savez, la Commission avait proposé d'introduire un mécanisme de conditionnalité. On verse une aide à certains pays s'ils respectent l'état de droit et les valeurs fondamentales sur lesquelles l'Union est construite. Vous le savez aussi, je ne suis pas un grand devin, vous lisez les journaux, la Pologne n'est pas en odeur de sainteté pour le moment, notamment en raison de son non-respect de l'indépendance de la justice. Il y a des réformes importantes qui ont été conduites en Pologne à propos du pouvoir judiciaire, de l'indépendance du pouvoir judiciaire que la Commission estime méconnue. La Cour elle-même a été saisie de recours Commission contre Pologne, dans laquelle la Cour a condamné la Pologne pour méconnaissance de ces règles, les règles relatives à l'institution, à la nomination des magistrats. Et donc, dans tout le débat sur le cadre financier pluriannuel, la Pologne et les États membres voulaient lier, si vous voulez, le versement d'aide financière à ces États au respect de l'état de droit. Vous imaginez bien que la Pologne et la Hongrie n'étaient pas particulièrement enthousiastes à ce mécanisme. La Hongrie est malheureusement aussi dans le même bateau, un peu pour l'indépendance de la justice, mais pour d'autres raisons aussi. Et donc finalement, en décembre 2020, le Parlement et le Conseil ont adopté un cadre financier pluriannuel dans lequel ils ont botté en touche, si vous voulez, sur la question de la conditionnalité. Et le compromis politique a été, écoutez, on adopte le règlement et ce sera la Cour de justice qui aura le dernier mot. Donc, vous aurez compris, on refile la patate chaude à la Cour de justice. Les autorités politiques adoptent un compromis à la majorité qualifiée. Évidemment, Pologne et Hongrie votent contre. Eh bien, la Pologne et la Hongrie ont introduit un recours contre ce règlement qui a été adopté en décembre, ont introduit un recours cette année-ci, au mois de mars, contre ce règlement. Ça, c'est évidemment un recours éminemment sensible, éminemment politique, sur lequel la Cour va devoir se prononcer, je ne peux pas vous en dire plus. Un recours qui, évidemment, intéresse au plus haut chef toute une série d'États membres qui ont fait une demande d'intervention au soutien du Conseil et du Parlement. Et ça vous donne un petit peu une image du type d'affaires qui peuvent arriver à la Cour, à valeur hautement sensible, hautement symbolique, qui peuvent arriver de deux manières, vous l'aurez compris. Elles peuvent arriver soit par le biais d'un recours direct, la Commission poursuit un État membre, Commission contre Pologne, pour non-respect des règles de l'état de droit concernant la nomination des magistrats. Cela vient par la voie d'un recours direct. Ça peut aussi venir par le biais d'affaires préjudicielles. Nous avons beaucoup d'affaires préjudicielles venant de Pologne, où des juges polonais eux-mêmes nous posent la question, de manière directe ou indirecte,
sur mais est-ce que je suis un juge légalement institué au vu des réformes mises en œuvre en Pologne? Et la Cour est donc amenée à prendre position sur des questions extrêmement sensibles. Dieu merci, elle peut se prononcer sur d'autres questions que celle-là, pas uniquement celle-là, parce que la Cour ne le fait pas de gaieté de cœur, évidemment. Devoir se prononcer sur le fait qu'un État membre est en délicatesse avec les règles de l'État de droit, vraiment, la Cour préférerait ne pas devoir statuer sur ce genre d'affaires-là, parce que ça aboutit à dire qu'un État membre ne respecte pas certaines des valeurs fondatrices de l'Union européenne. Donc, vous comprenez bien que la Cour, on lui refile la patate chaude, mais ce n'est pas le genre d'affaires que la Cour traite de gaieté de cœur. Et si elle le traite, évidemment, elle le fait en grande chambre. Elle ne va pas faire ce genre d'affaires en chambre à 3 juges, tellement l'importance est grande. Une autre affaire qui vous donne une image de la sensibilité des affaires qui peuvent être portées devant la Cour, c'est suite à la décision prise par le Royaume-Uni de notifier son intention de se retirer de l'Union européenne. Donc le Royaume-Uni a enclenché ce processus qui a lancé l'horloge tic-tac, tic-tac, tic-tac de 2 ans. Et un juge écossais nous a posé une question en 2018, si ma mémoire est exacte, ou 2019, mais un État membre qui a notifié, non plus tard je crois, mais enfin peu importe, un État membre qui a notifié sa décision de se retirer de l'Union européenne, peut-il faire marche arrière? C'est-à-dire, peut-il notifier au Conseil de l'Union européenne, tout compte fait, tant que je suis dans la période des 2 ans, bien sûr, tout compte fait, j'ai changé d'avis, je reste dans l'Union européenne. Vous imaginez bien qu'une question aussi fondamentale que celle-là, un État membre peut-il faire marche arrière alors qu'il a dit « je veux me retirer de l'Union européenne » est une question hypersensible qui a été tranchée par l'Assemblée plénière. C'est la Cour plénière qui a statué là-dessus et pas 3 juges ou 5 juges. C'est un autre exemple d'affaire sensible. Vous avez évidemment des affaires et je glisse sur la 3e partie, qui concernent la vie quotidienne des citoyens de l'Union européenne. Et nous en avons beaucoup. Et les affaires partent généralement de litiges banals devant un juge national, 2 parties qui s'affrontent, le crédit à la consommation avec des clauses abusives dans un contrat. Je suis une personne, j'ai souscrit un prêt hypothécaire, je suis tout heureux, les taux sont favorables, mais je n'ai pas vu qu'au dos du contrat, en petits caractères, il était prévu que 5 ans après le début du prêt, j'étais obligé de rembourser à un taux variable dont le taux était lié à une devise étrangère, comme par hasard, qui varie très fort, le franc suisse ou la livre sterling, et je me trouve complètement piégé parce que je suis dans l'incapacité de payer. Je suis donc poursuivi par la banque ou par l'organisme de prêt devant une juridiction nationale, et cette juridiction nationale va se dire mais il y a des règles européennes en la matière qui s'appliquent. Je crois qu'il y a une directive sur le crédit à la consommation, les clauses abusives dans les contrats. Et c'est comme ça que ces affaires de crédit à la consommation sont parties. Elles sont parties d'un juge français, pour être très précis, qui était saisi de litiges concrets et qui pensait qu'il y avait peut-être un problème de respect du droit de l'Union, que la jurisprudence appliquée par certaines juridictions françaises, notamment la Cour de cassation française, était peut-être un peu trop restrictive. Et il a donc posé des questions. Et suite à cette jurisprudence, suite à ce renvoi préjudiciel, la Cour a été amenée à rendre une foule d'arrêts en matière de crédit à la consommation et qui ont un petit peu balisé, si vous voulez, les règles européennes et qui ont dit oui, un juge peut soulever d'office, un juge national peut soulever d'office le caractère abusif d'une clause s'il constate que cette clause est abusive. Il faut, lorsque un consommateur souscrit un contrat, qu'il ait la possibilité d'avoir un droit de rétractation pendant 1 semaine. Il a signé le contrat, mais il faut lui donner la possibilité pendant 1 semaine de changer d'avis. Si quand il rentre chez lui, il se rend compte que non, là je me suis fait avoir, il doit pouvoir se rétracter. C'est un exemple de litige très concret qui part d'une situation très concrète dans un État membre et qui a donné lieu à une jurisprudence très abondante. Autre exemple qui nous concerne tous, même si en période Covid nous sommes un peu moins concernés, c'est le transport aérien.
Alors, vous savez, ou vous ne savez pas qu'en 2004, l'Union européenne a adopté un règlement qui prévoyait l'obligation pour les transporteurs aériens d'indemniser les passagers lorsque votre vol a un retard, lorsque votre vol est annulé en dernière minute ou lorsqu'il a un retard de plus de 3 heures. Et la Cour a été saisie de litiges très concrets venant d'un peu tous les pays, Pays-Bas, République tchèque, Belgique, France, partout, de litiges concrets, de personnes dont le vol a été annulé, qui réclament évidemment une indemnisation à la compagnie aérienne. La compagnie aérienne, évidemment, cherche à s'exonérer de son obligation d'indemnité en disant « oui, mais ce n'est pas ma faute si le vol a été annulé, c'est en raison d'une grève sauvage des contrôleurs du ciel ou de la compagnie Air France ou que sais-je, ou des manutentionnaires ou du syndicat des bagagistes où il y a eu un pneu qui a explosé juste avant le décollage et évidemment c'est une circonstance indépendante de ma volonté qui m'exonère de mon obligation d'indemniser les passagers. Les circonstances sont infinies. Le retard d'un vol en raison d'un passager qui a reçu, et je n'invente rien, ce sont tous des cas concrets, qui a eu une tasse de café bouillante qui s'est renversée sur ses genoux dans un vol entre deux villes, et donc le vol suivant a eu beaucoup de retard parce que le passager brûlé par le café brûlant a dû être hospitalisé, il a fallu attendre l'arrivée de l'ambulance, le pneu, un oiseau est entré dans le réacteur lorsque l'avion atterrissait à l'aéroport d'Amsterdam. Tout ça sont des situations réelles, je n'invente rien, ce sont des cas dont la Cour a été saisie. Et donc qui opposent en fait des passagers qui veulent une indemnisation à une compagnie aérienne, peu importe laquelle, qui dit qu'il ne veut pas indemniser. Et donc la Cour a été amenée à interpréter ce règlement à de multiples reprises. C'est pas quelques fois, c'est pas quelques dizaines de fois, mais c'est vraiment des centaines de fois maintenant, ou presque des centaines de fois. Mais donc, vous voyez, ce sont des situations très concrètes qui amènent la Cour à interpréter et à donner finalement son interprétation sur la base de laquelle le juge national va obliger ou non la compagnie aérienne à indemniser. J'ai parlé de l'état de droit, je pourrais parler aussi d'un problème que vous connaissez tous, qui est évidemment la question des migrations, des demandeurs d'asile, des réfugiés. Avec la vague migratoire qui a déferlé à partir de 2015, nombre d'États membres ont évidemment été saisis de demandes d'asile ou de demandes de protection internationale. Évidemment, ils ont été amenés à appliquer des règles européennes, la Convention de Dublin, Dublin 1, Dublin 2, Dublin 3, des règlements sur la protection internationale. Évidemment, le demandeur d'asile qui est débouté ou qui est reconduit à la frontière, vous aurez deviné qu'il va protester. Il introduit un recours, ça va parfois devant le juge de première instance, deuxième instance, troisième instance parfois, et puis ça arrive à la Cour sous forme de questions préjudicielles. Donc vous voyez, tout ça, ce sont quelques exemples parmi d'autres, mais qui vous montrent à quel point la Cour, je l'espère du moins, Madame Hutin, la Cour n'est pas une instance abstraite qui prend des décisions qui sont loin des citoyens. Les décisions qu'elle prend concernent la vie quotidienne des citoyens, concernent la vie quotidienne évidemment des entreprises. J'aurais pu prendre un autre exemple devant le tribunal. Pour vous donner un exemple, vous avez l'année dernière, le tribunal a rejeté le recours formé par des associations brésiliennes de producteurs de bétail qui attaquaient un règlement de l'Union européenne qui interdisait l'exportation de bétail qui ne respectait pas certaines mesures sanitaires, certaines normes de qualité. Et les producteurs brésiliens, évidemment, qui voulaient exporter leur bétail à bas prix, sans doute parce que ce bétail ne respectait peut-être pas toutes les normes sanitaires et d'hygiène applicables dans l'Union européenne, introduisent un recours devant le tribunal en disant c'est pas acceptable, la Commission a violé telle et telle règle. Le tribunal a rejeté le recours de ces producteurs en disant non, on a bien appliqué, c'est légitime d'adopter ces règles pour l'Union européenne est en droit de fixer certaines normes sanitaires. Voilà, Patrick, ce sont quelques exemples que j'ai voulu donner
qui concerne la Cour ou le tribunal. J'ai pris bonne note de la dernière question à ce stade, qui est les recours vexatoires. Y a-t-il une possibilité pour la Cour ou le tribunal de rejeter des recours abusifs ou vexatoires? Alors, le tribunal peut le faire en ce sens que lorsque une partie introduit un recours vexatoire, il peut condamner la partie dont le recours est rejeté au paiement non seulement des dépenses de l'autre partie, mais aussi au paiement d'un certain montant de frais vexatoires pour recours abusif. La Cour, le tribunal n'a pas beaucoup fait, mais dispose de cette faculté. La Cour n'a pas cette possibilité de condamner, ou en tout cas elle ne l'a jamais fait, ça c'est sûr, à des frais vexatoires, mais c'est vrai aussi que la nature des affaires portées devant la Cour est différente, c'est-à-dire on ne va pas condamner rarement un État membre pour recours vexatoire. On a quelques recours interinstitutionnels. On ne va pas dire que la Commission a introduit un recours vexatoire contre le Parlement ou la Commission contre le Danemark, c'est vexatoire. Ça, on ne va pas faire. Et les autres affaires que nous avons, ce sont des pourvois ou des affaires préjudicielles. Alors, comment est-ce que nous pouvons, entre guillemets, rejeter ces affaires? La Cour dispose de la possibilité de rejeter un pourvoi comme manifestement irrecevable ou non fondé. Ça, cette possibilité existe et la Cour ne se prive pas de la possibilité de le faire lorsqu'elle estime que le recours est clairement abusif ou manifestement irrecevable ou non fondé. Donc nous avons cette possibilité prévue par le règlement de procédure. Lorsqu'un pourvoi contre une décision du tribunal est clairement abusif ou non fondé, on va le rejeter par voie d'ordonnance. Par exemple, un recours dans lequel, malgré le fait que le règlement de procédure dit « vous devez identifier l'erreur de droit commise par le tribunal », le plaideur va simplement répéter ce qu'il a déjà dit devant le tribunal. Nous avons cela plusieurs fois, et là le recours va être rejeté comme manifestement irrecevable. Dans les affaires préjudicielles, on ne va pas déclarer le recours, bien sûr, vexatoire ou abusif. C'est un recours qui vient d'un juge national et la Cour a à cœur de garder un dialogue avec les juges nationaux, mais par contre, la Cour peut déclarer une demande préjudicielle irrecevable parce que le juge national n'a simplement pas fourni les précisions nécessaires. Nous avons parfois des demandes préjudicielles extrêmement lacunaires où le juge nous pose une question, mais ne nous explique pas pourquoi il nous pose cette question, ou bien il n'explique pas le rapport entre la question qu'il pose et le litige. Je suis un peu caricatural, mais il y a un litige en matière de TVA et il pose une question en matière de droit d'assises, sans qu'il explique le rapport qu'il fait entre le droit d'assises et la TVA. Je force un petit peu le trait, bien sûr. Ou bien nous avons des affaires préjudicielles dans lesquelles le juge explique pourquoi il pose des questions ou pourquoi il s'adresse à la Cour, mais, et c'est arrivé, ne riez pas, il n'y a pas de question. C'est-à-dire, il nous explique le cadre juridique et factuel, il dit je m'adresse à la Cour parce que le problème est le suivant, mais il oublie de poser les questions. C'est rarissime, mais enfin, c'est arrivé quelquefois. Ou à l'inverse, il pose des questions, mais il ne nous dit rien sur le cadre factuel du litige. Là, évidemment, pour la Cour, ce n'est pas possible de se prononcer dans l'abstrait sur l'interprétation de l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'il ne nous dit pas dans quel contexte il pose cette question. Sinon, la Cour pourrait presque faire une thèse de doctorat sur l'article 25 ou 45 du traité, mais ça n'a pas de sens. Il faut que la réponse que la Cour apporte au juge soit utile pour le juge national pour qu'il résolve un litige national. Nous pouvons aussi avoir des cas rarissimes, mais ça arrive, dans lesquels la Cour se déclare incompétente pour statuer sur une affaire préjudicielle, par exemple parce qu'elle est saisie directement par une partie privée ou par un avocat. Donc nous avons quelques cas, et on en a eu un récemment, dans lesquels l'avocat nous pose directement des questions, sans passer par le juge national. Et là, la Cour dit « je ne suis pas compétente, je ne peux, dans le cadre préjudiciel, répondre qu'à des questions posées par un avocat, une juridiction nationale, pas par un avocat ou une partie privée. » Donc vous voyez, on a différentes possibilités d'écarter ou de ne pas traiter des affaires manifestement irrecevables ou non fondées. Il faut aussi avoir l'esprit, j'aurais peut-être même dû commencer par là, que la Cour et le tribunal, mais surtout la Cour, sont saisis, vous ne pouvez pas l'imaginer, sont saisis chaque semaine de dizaines de courriers, de courriels qui n'ont rien à voir avec des affaires. C'est ce que nous appelons le F300, mais ça c'est le jargon interne, c'est simplement le numéro d'un formulaire que nous pourrions utiliser pour répondre.
Si vous voulez, la Cour est vue par le citoyen de l'Union européenne, comme vous et moi, par certains avocats, comme celle qui va apporter le remède ultime à tous mes problèmes. J'ai introduit un recours contre l'État français devant le tribunal d'instance de Bobigny. Ma requête a été rejetée. Il y a eu un appel devant la Cour d'appel de Paris. Ils ont rejeté mon recours. On a été en cassation. Ils l'ont rejeté. Moi, j'en peux plus. J'introduis un recours à la Cour et la Cour va m'aider. Nous avons beaucoup ce genre de type de recours qui viennent de tous les pays de l'Union, dans toutes les langues, et parfois dans des langues qui ne sont pas des langues de l'Union européenne. Nous avons des courriers en arabe, en chinois. Il faut se dire, voilà, beaucoup de citoyens de l'Union ou hors Union voient un petit peu la Cour comme le remède miracle à tous mes problèmes. Alors, la Cour, évidemment, peut aider, peut apporter, j'espère l'avoir montré, des solutions très concrètes à des litiges très concrets, mais dans le cadre des compétences dont elle dispose, évidemment. Elle ne peut pas aller au-delà de ses compétences, et la Cour n'est pas non plus un assistant social. Parfois, nous avons des lettres poignantes qui sont, où vous êtes un petit peu déchiré, vous dites mais je compatis avec le problème de cette pauvre dame ou de ce monsieur qui se plaint contre son voisin. On a eu ça, hein, je n'invente rien, des lettres d'un voisin qui se plaint de son voisin, qui met les poubelles devant sa porte d'entrée, aidez-moi, il ne veut rien faire. Malheureusement, la Cour de justice n'est pas en mesure d'évacuer les poubelles de ce voisin et d'apporter une aide concrète à ce monsieur. Ou des personnes qui ont un réel problème, qui estiment que leur État, après avoir saisi toutes les instances, a méconnu la Convention européenne des droits de l'homme. Là, nous sommes obligés d'expliquer à ce citoyen, écoutez, vous frappez à la mauvaise porte. Il faut vous adresser à la Cour de Strasbourg qui va examiner si votre recours est ou non recevable, et s'il est recevable, s'il est ou non fondé. Donc voilà, pour vous donner un peu une idée, nous recevons chaque semaine, mais vraiment des dizaines de courriers dans toutes les langues, que nous devons traiter en même temps que les affaires. Évidemment, les affaires, pour nous, ont la priorité, mais nous devons aussi répondre à ces courriers-là. Voilà, Patrick, je te repasse la parole, et s'il y a d'autres questions, je les prends bien volontiers. Alors, je reste en admiration devant la capacité de M. Gaudissart de parler d'abondance, et avec abondance, de la Cour de justice. Mais il reste une question qui me touche de très près. Au sujet, je rebondis là sur le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne. Et nous avons une question ici dans le chat. Dans le cadre du Brexit, comment se passent les contentieux sur les contrats entre entreprises conclus auparavant? Mais disons pour faire bref, que se passera-t-il dorénavant pour le règlement du contentieux dans le cadre du Brexit, étant donné que ceux qui ont prôné le retrait de l'Angleterre de l'Union européenne détestaient la Cour de justice de l'Union européenne et le détestent encore? Alors, le retrait de l'Union européenne est un... Bon, je n'ai pas besoin de faire de longs développements. Nous a évidemment tous chagriné Patrick Tweidel en premier lieu, bien sûr. D'autant plus que la contribution du Royaume-Uni était une contribution au fonctionnement de la Cour de justice, était une bonne contribution. Les juges britanniques ont toujours été des juges actifs, et non seulement le juge de la Cour, mais les juges britanniques. En réalité, vous devez toujours distinguer quand vous regardez les politiques au Royaume-Uni, le discours politique et le discours des juges. En réalité, les juges au Royaume-Uni, le Royaume-Uni conteste souvent, proteste souvent, fait toujours bande à part, mais une fois qu'une norme est adoptée, il l'appliquait. Et les juges du Royaume-Uni nous posaient des questions. Le Royaume-Uni n'est certainement pas le pays qui était le plus poursuivi pour manquement. Loin de là. Il proteste avant, mais une fois que la loi est adoptée, il l'applique, et les recours en manquement contre le Royaume-Uni n'étaient certainement pas les plus abondants. Je ferme la parenthèse. Alors, comment la chose est gérée? Ça a été l'objet de discussions qui ont duré pendant des années.
Et vous savez que dans les dernières heures ou les derniers jours avant le retrait, c'est-à-dire avant le 31 janvier 2020 à minuit ou à 11 heures selon le méridien, un accord a été conclu entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Et cet accord prévoit plusieurs choses. Il prévoit d'une part que jusqu'à la fin de l'année 2020, on fait comme avant, je dis plus ou moins, je caricature un petit peu, mais c'est-à-dire que la Cour pouvait toujours être saisie d'affaires préjudicielles venant du Royaume-Uni jusqu'à fin 2020. La Commission pouvait toujours poursuivre le Royaume-Uni pour un manquement contre le Royaume-Uni jusqu'à la fin 2020. Le Royaume-Uni pouvait toujours participer entièrement aux procédures. Et ça a été le cas. C'est-à-dire nous avons eu tout au long de l'année 2020, et je n'invente rien, au 30 décembre 2020, des affaires venant du Royaume-Uni, des affaires contre le Royaume-Uni. C'est arrivé jusqu'à ce moment-là. Alors, toutes ces affaires-là continuent leur vie propre. C'est-à-dire que pour ces affaires-là, le Royaume-Uni participe pleinement et les arrêts vont poursuivre leur cours jusqu'au bout. S'il y a un arrêt du tribunal dans une affaire introduite avant le 31 décembre 2020, il pourra y avoir un pourvoi contre cet arrêt que la Cour traitera comme si le Royaume-Uni était un État membre. En gros, c'est cela, que les avocats du Royaume-Uni peuvent participer aux procédures comme s'ils étaient encore dans l'Union européenne. La situation se corse évidemment après le 31 décembre. À partir du 1er janvier 2021, il y a une série de cas de figure dans lesquels la Cour peut toujours être saisie d'affaires. Et là, on entre dans la complication. Donc là, je vais essayer d'être le plus simple possible, parce que je sais qu'il y a des non-juristes parmi vous, mais sachez qu'après le 1er janvier 2021, il y a encore certaines affaires préjudicielles qui peuvent venir du Royaume-Uni et qui concernent, en gros, le domaine de la citoyenneté et de la libre circulation des personnes. Pendant une période de 8 ans, donc si je calcule bien, jusque fin 2028, nous pourrions avoir des affaires préjudicielles des questions préjudicielles posées par les juges du Royaume-Uni dans ce domaine-là. Nous pouvons aussi avoir, ad vitam aeternam, des questions de n'importe quel autre État membre concernant l'interprétation de l'accord de retrait du Royaume-Uni. Dans ce cas-là, même si cette affaire arrive en 2036, le Royaume-Uni pourra participer à la procédure parce que cela concerne l'interprétation de l'accord de retrait. Nous pouvons aussi avoir pendant 4 ans, c'est-à-dire jusqu'à fin 2024, la participation du Royaume-Uni à toute affaire préjudicielle portée devant la Cour. Donc pendant 4 ans, en réalité, le Royaume-Uni peut encore participer à toute affaire préjudicielle portée devant la Cour si l'affaire préjudicielle, mettons venant de République tchèque ou de Slovaquie ou de Slovénie, porte sur l'interprétation du droit de l'Union tel qu'il était en vigueur avant le retrait du Royaume-Uni. Donc, autrement dit, si vous avez une question préjudicielle qui porte sur l'interprétation du droit de l'Union applicable jusqu'à fin 2020, jusqu'à fin 2024, le Royaume-Uni peut toujours participer. Donc, si vous voulez, c'est un pied dedans et un pied dehors. Et enfin, jusqu'à fin 2024, la Commission peut poursuivre le Royaume-Uni pour manquement à ses obligations qui résultaient du droit de l'Union avant fin 2020. Donc tout ce que le Royaume-Uni aurait dû faire avant fin 2020 et qu'il n'a pas bien fait et que la Commission estime qu'il faut poursuivre le Royaume-Uni, elle peut le faire jusqu'à fin 2024. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Donc vous voyez, il y a les compétences pour lesquelles ils sont pleinement partis, il y a une période de 4 ans où jusqu'à fin 2024, il peut être poursuivi, il peut participer. Jusqu'à fin 2028, il peut participer en matière préjudicielle de citoyenneté. Et ad vitam aeternam, si la Slovénie pose une question qui porte sur l'application du droit du Royaume-Uni applicable jusqu'à fin 2020, ils peuvent participer. Donc, Patrick, je suis désolé, j'ai essayé de faire le plus court et le plus concis possible. Je pourrais entrer dans les détails, mais je m'arrête là. Mais ça te donne un petit peu une idée de à quel point ce retrait a été compliqué, à quel point les négociations ont été compliquées et à quel point, et là je suis plus politique, là je suis dans la philosophie de la Maison de l'Europe, à quel point à partir du moment où les États membres appartiennent à une entité, à une union de plus en plus étroite entre les peuples de l'Europe, à quel point quand les liens qui se tissent sont étroits à tout point de vue, détisser ces liens-là est extrêmement compliqué et suscite parfois beaucoup plus de questions
qu'il n'en résout. Voilà, j'espère que ça répond partiellement à ta question, mais c'est un point que tout le monde regrette, ce Royaume-Uni, ce retrait du Royaume-Uni, sauf évidemment les Brexiters, mais malheureusement, beaucoup de ceux qui ont voté pour le retrait n'auraient jamais voté pour le retrait, évidemment, s'ils avaient été dûment éclairés sur toutes les conséquences qu'on n'a pas encore mesurées pleinement, qui vont se manifester encore pendant les années à venir sur toutes les conséquences d'un retrait. Et l'étape suivante sera évidemment qu'est-ce qu'on va faire quand l'Écosse va dire que je veux être indépendante du Royaume-Uni. Moi, je suis pleinement europhile et le Royaume-Uni n'est plus europhile. Voilà, je ferme la parenthèse, nous sommes sur un autre terrain, plus sur la Cour de justice, mais ça montre à quel point la Cour est impliquée aussi dans tous ces débats. Et c'est le prolongement de ces débats termine toujours d'une manière ou d'une autre à la Cour. Patrick. Je te remercie chaleureusement de tous ces renseignements, c'était passionnant. Pas seulement le dernier point, mais dès le début. Et je vais donner la parole à Jeanne-Françoise Hutin pour résumer et je pense aussi pour remercier encore plus notre intervenant de ce soir. Avec plaisir. Merci Patrick. Jeanne-Françoise. Avec le micro. Le micro, ce sera mieux. Voilà, c'est bon là? Parfait. Voilà. Oui, bien sûr, je vais vous remercier, mais surtout parce que vraiment, votre exposé remarquable, très clair, très structuré, nous permet de comprendre combien il est important qu'on continue ce travail de formation pour qu'on comprenne ce que signifie que d'être unis comme nous avons décidé de l'être et que la loyauté, enfin, c'est un mot qui n'est peut-être pas très à la mode, je crois, mais la loyauté par rapport à cet engagement est fondamentale si nous voulons pouvoir vivre. Alors heureusement que cette cour dans laquelle vous œuvrez depuis plusieurs années, que cette cour est là pour nous ramener à cet essentiel. Et je crois qu'il faut vraiment développer dans nos consciences de citoyens européens la nécessité de jouer le jeu de ces engagements que nous avons pris mutuellement pour pouvoir vivre en France, en paix. Et ça, je vous remercie beaucoup parce que vous nous avez montré la complexité de la relation et des faits qu'on n'a pas compris, pas bien joué le jeu, on abuse à certains moments. C'est une complexité aussi d'organisation parce qu'il faut vraiment que tout le monde comprenne ce qui est dit. Je vous avais dit sur les interprètes, c'est tout ce travail d'interprétation pour que vraiment on se comprenne. Mais alors j'ai envie de dire à tout le monde, apprenons d'abord les langues les uns des autres, c'est ce que nous demande l'Institut de l'Or. Alors, dit par moi, Patrick vous dira que c'est horrible parce que je ne parle aucune langue si ce n'est le français, et encore pas toujours très bien. Donc, ce que je veux vous dire, c'est qu'il nous faut véritablement que nous nous mettions dans le cœur et dans l'intelligence, qu'il nous faut apprendre à comprendre les autres pour comprendre ce que nous avons voulu faire ensemble. Ça, c'est très important. Alors, je vous remercie infiniment, Monsieur Gaudissart, de nous avoir bien présenté cette institution qui est encore plus intéressante que... Je sais qu'elle était très importante. Alors, ce que je vous avais dit au tout début, c'est que ce que vous faites, c'est faire en sorte que la justice ne soit pas simplement des mots, mais qu'elle soit vraiment la réalité de notre vie. Et cette recherche du meilleur équilibre entre tous les intérêts, entre tous les désirs, c'est quand même très très important dans une union qui s'appelait autrefois communauté, mais qu'on appelle union, qui veut dire, voilà, on veut essayer de vivre ensemble. Et ça, je vous remercie parce que votre exposé a été très, très éclairant. J'aimerais qu'on en fasse le script, pas tellement il était clair et on va peut-être le faire quand même, parce que pour les gens qui aiment encore le papier comme moi, c'est très bien, votre rapport votre intervention était vraiment absolument remarquable et je vous en remercie de tout cœur, au nom de tous mes amis de la Maison de l'Europe, au nom de Michel Dorin qui vous entend, là, qui est là, de Magali Potier qui ont mis en place tout ce cycle de visioconférence. Je vous remercie au nom de nous tous et au nom de tous ceux qui vous ont entendu et qui vous entendront si on peut vous entendre après avec les systèmes qui sont mis en place. Merci infiniment, cher monsieur, et merci, et je crois qu'on ne vous oubliera pas parce que vous avez beaucoup apporté ce soir.
vous remercie pour vos vœux chaleureux et je souhaite aussi tout le bien à la Maison de l'Europe. Je ne peux que souscrire évidemment, et Patrick encore plus, à votre appel au multilinguisme et à l'apprentissage des langues qui est vraiment pour moi une des richesses aussi de la Cour. C'est-à-dire si la Cour peut jouer son rôle et peut être respectée, c'est aussi parce qu'elle fonctionne dans toutes ces langues. La Cour ne pourrait pas jouer son rôle pleinement si les décisions qu'elle rendait n'étaient pas comprises dans les langues de ceux auxquels elle s'adresse. Donc, je vous remercie en tout cas, c'était un plaisir pour moi également. Et voilà, je souhaite tous mes voeux de succès à la Maison de l'Europe. Et voilà, j'espère y revenir dans 25 ans pour d'autres sujets. Pourquoi pas, là? Je vous remercie. Merci. Bonne soirée. Merci.